Salle un peu avant 22 heures. Tout va bien? Monsieur le bâtonnier, Madame la vice-bâtonnière, Messieurs les anciens bâtonniers, Madame Elisabeth Badinter, merci d'être là ce soir et de nous faire l'honneur de votre présence à côté de Madame la vice-bâtonnière, qui est elle aussi d'une autre génération que celle qui a pu connaître Robert, mais son éclat resplendit sur tous, même ceux qui l'ont connu plus récemment, et nous sommes très touchés que vous soyez là. Je ne vais pas parler longtemps, je donne simplement la parole à monsieur le bâtonnier Pierre Hoffmann, que je remercie d'avoir pris sous son aile cette cérémonie importante, et surtout, je vous indique qu'il y aura 5 interventions au total, qui seront aussi modérées dans le temps que possible, et ensuite parleront ceux qui voudront parler, vous, madame, Henri Leclerc, qui nous fait l'honneur d'être là, s'il a envie de dire quelques mots. En tout cas, nous commençons par vous, monsieur le bâtonnier, et je vous laisse la parole. Monsieur le bâtonnier, chers consoeurs, chers confrères, chère madame, je suis très ému de m'exprimer devant vous. L'audience, c'est la mère pour l'avocat d'assises. Toujours imprévisible, parfois périlleuse. Ne demandez pas au marin pourquoi il aime l'océan. Il l'aime, voilà tout. C'est sa passion, son élément, sa vie. De même, l'avocat aime l'audience pour les bonheurs qu'elle lui dispense, les épreuves qu'elle lui réserve et même l'angoisse qu'il ressent quand la fortune judiciaire l'abandonne. Ces mots sont ceux de Robert Badinter qui nous a quittés le 9 février dernier. Des mots d'un homme dont le courage et la sagesse avaient forgé toute l'estime d'une nation et plus intensément la famille des avocats. Ces dernières années, le barreau a perdu beaucoup de ses confrères et à chaque fois leur rend hommage. C'est à nouveau l'un des nôtres que nous perdons. Une boussole morale à laquelle nous pouvions en tout temps nous référer. Certainement la plus grande des boussoles. Celui qui était devenu à travers ses combats, par la passion qu'il y engageait et par la valeur qu'il défendait, un guide pour nous. Un homme, un avocat, un grand défenseur de l'état de droit et des libertés qui portait haut une certaine conception de la justice, une justice plus humaine, plus équitable, un homme de devoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour dire ce qu'il représentait pour nous. Et je tiens à remercier monsieur le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel et Mathilde Joanneau, président du Palais littéraire et musical, secrétaire général de l'association, de nous avoir permis de nous associer à votre événement. Nous honorons un homme qui, toute sa vie, par son courage et par ses convictions, a été animé d'une juste révolte contre l'injustice. Le combat qu'il porta pendant des années pour arracher à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine capitale ne saurait éclipser toutes les causes qu'il s'était risqué à défendre. C'était un avocat persuasif dont le verbe portait toujours des valeurs humanistes et fraternelles. À vrai dire, il ne défendait pas plus les hommes et les citoyens qu'il ne défendait une certaine vision de la justice et clamait « Défendre, c'est aimer défendre, non aimer ce qu'on défend ». Garde des Sceaux, Robert Badinter lutta sans relâche pour l'humanisation des institutions judiciaires, pour une société plus juste et équilibrée, et pour une société plus juste, comme je l'ai indiqué. Mais il aura également œuvré pour... Et il y avait une vidéo magnifique qu'on a pu voir à la Maison du Barreau il y a 2 ans, pour l'abrogation du délit d'homosexualité, pour l'indemnisation des victimes des accidents de la route, ou encore l'ouverture du recours à tous les justiciables auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis coquetterie du barreau
et les avocats, nous aimons ces combats. Grâce à lui, nous avons eu la suppression du serment d'avocat, de la mention qu'il trouvait servile, du respect aux institutions publiques. Aujourd'hui, Robert Badinter demeure un exemple et un modèle, et nous essaierons d'être à la hauteur du grand homme et du grand avocat qu'il était. Merci, chers confrères, pour vos discours, vos plaidoiries, ces mots qui vous emportaient parfois et que vous nous laissez en héritage. Ce soir, nous nous trouvons dans l'auditorium qui porte le nom de Louis-Edmond Petitty, ancien bâtonnier de Paris et infatigable défenseur des droits. En mémoire de Robert Badinter, le 13 février dernier, le Conseil de l'Ordre a voté à l'unanimité que l'auditorium de la Maison des avocats, les Branquignoles, monsieur le bâtonnier, pour reprendre votre expression, porte le nom de Robert Badinter et qui devienne l'auditorium Robert Badinter. Et j'espère, Madame Badinter, que vous serez présente pour l'inauguration qui aura lieu prochainement. Je vous remercie infiniment. Alors, je vais inviter les orateurs successifs à prendre place sur la scène. Nous allons entendre successivement Rémy Crost, qui fut l'un des 4 avocats dans l'affaire Buffet-Bontemps. Il était avec Thierry Lévy, l'avocat de Buffet, pendant que Philippe Lemaire et Robert Badinter défendaient Bontemps. Et il est le dernier des 4, j'espère qu'il l'est pour longtemps. Non, ça, ce sera ma place, Rémy. Ah, pardon. Et après lui, nous entendrons Basile Adair, qui a remarquablement reconstitué le procès Patrick Henry, qui est évidemment fidèle à ce que Robert Badinter avait plaidé, mais cette pièce reconstituée a même été jouée au tribunal de commerce il y a 2 ans. Elle le sera à nouveau. Mathilde Joanneau, ensuite, va nous parler à la fois de l'auteur de pièces de théâtre et de l'homme qui, justement, s'est préoccupé des détenus, des réprouvés, de tous ceux qui étaient à l'abandon en raison précisément de cette immense humanité qu'il portait. Et puis je terminerai moi-même en évoquant quelques sujets qui n'auront pas été traités, mais je vous demande de prêter la plus grande attention à ce premier orateur, aux autres aussi ensuite, qui est le dernier témoin vivant du procès qui a conduit... Je n'ai pas dit qu'il était vivant pour peu de temps, il est vivant pour longtemps. De ce procès énorme qui a conduit Robert Badinter à s'investir totalement dans l'abolition de la peine de mort. Rémy, c'est à toi. Le 28 novembre 1972, avant l'aube, dans la cour de la Santé, 2 hommes sont suppliciés que leurs avocats n'ont pu sauver. Ces 4 défenseurs vaincus sont en proie à la nausée, au dégoût et à la honte d'avoir, d'une certaine façon, permis par leur présence que s'accomplisse ce sanglant rituel. La honte aussi de partager le lâche soulagement de tous les protagonistes devant la dignité et le courage avec lesquels les 2 condamnés ont presque facilité l'accomplissement de cette abomination. Ils ont en ce jour reçu ensemble l'effroyable baptême du sang et, par-delà des trajectoires personnelles bien différentes, resteront liés à tout jamais, au plus profond d'eux-mêmes, par cette fraternité essentielle. 14 février 2024, l'hommage national, place Vendôme. Au milieu de la foule anonyme, s'impose à moi l'image de ces autres foules, bien autrement disposées, qui assiégeaient de leurs invectives et de leurs cris de haine ces palais de justice où la mort était en débat.
à commencer par ce palais de justice de Troyes, creuset judiciaire de nos blessures communes, et où Robert Badinter, par 2 fois, se consumera dans la rage de convaincre. Dans la foule de la place Vendôme, un homme, affable, communicatif, m'aide gentiment à me percher sur un muret à portée de l'écran. Après quelques banalités, il m'expose soudain, en quête d'approbation, qu'il est un partisan convaincu de la peine de mort. Comme je lui réplique que ce n'est ni le moment ni le lieu pour de tels propos, je déclenche aussitôt ces vociférations, ces insultes, à connotation sexuelle notamment, vouant ma famille comme moi-même à toutes sortes de tourments. Expérience vécue à quelques dizaines de mètres de la tribune officielle, confirmant, à 42 ans de distance, que l'abolition, inscrite dans la loi, la Constitution et les traités, est encore loin d'être acquise dans tous les cœurs et toutes les intelligences. Actualité, éternité peut-être du combat mené par Robert Badinter et qui requiert encore notre vigilance, avec le secours de sa mémoire et la gratitude au quotidien envers celui sans qui la barbarie aurait continué, et pour combien de temps encore, à avoir droit de citer, polluant notre justice et la moralité de tout un peuple. Seul survivant du quatuor d'avocats du procès Buffet-Bontemps, dit procès de Clairvaux, et de son sanglant épilogue judiciaire, je me retrouve devant vous, un peu tels ces anciens combattants finalement appelés dans la lumière après la disparition de leurs glorieux frères d'armes. Après Philippe Lemaire et Thierry Lévy, Robert Badinter s'en est donc allé, me laissant bien seul. Un des 2 derniers avocats en France à avoir accompagné son client, terme qu'aurait détesté Thierry Lévy, à l'échafaud, avec notre confrère Claude Egli-Richter, avocat au barreau de Grasse, que je salue ici à distance, seul survivant du trio qui assista Ali Ben Yanès jusqu'à son exécution le 12 mai 1973 au Baumettes, c'était encore sous la présidence Pompidou. Pour ce témoignage sur ce procès hors du commun et son épilogue fondateur de l'engagement de Robert Badinter. Un procès qui fut aussi pour nous celui de l'administration pénitentiaire. Quelques mots sur le premier procès Buffet, clé d'explication et saisissante préfiguration du second, et dont je ne retiendrai ici que 2 moments. Au terme des réquisitoires à contre-pied de l'indécente plaidoirie d'un avocat de la partie civile qui s'était plu à réclamer la peine capitale, l'avocat général demanda au juré dans sa péroraison de fixer ainsi la feuille de route de Buffet. Plutôt que la peine capitale, envoyez-le pourrir dans la lente agonie de la détention perpétuelle. Buffet, dans sa déclaration finale, exprime son dégoût de lui-même et de ses actes et réclame déjà la peine de mort. Elle ne lui est pas accordée, et c'est une peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'il vient purger à Clairvaux. La suite est connue. La prise d'otage à l'infirmerie de la Centrale, le 21 septembre 1971, quelques semaines seulement après l'arrivée de Buffet dans cette prison pourrissoire, de l'infirmière remplaçante, Madame Comte, et du surveillant stagiaire, Girardot, avec le concours actif d'un Bontemps subjugué par son camarade. Tous 2 armés, l'un, Bontemps, d'un opinel en vente libre à la cantine, l'autre d'un long poignard effilé confectionné dans une lame de ressort par un codétenu contre 10 paquets de tabac. Le pacte fou sur la Bible, bien dans la manière de Buffet, scellé entre les 2 mutins d'aller jusqu'au bout. Leur ultimatum aux autorités, plusieurs fois reporté, exigeant leur sortie avec des véhicules, des armes, du numéraire, sous menace d'exécution des otages, avec, pour garantie de bonne fin, pourrait-on dire, la parole d'honneur de Buffet. L'assaut donné au petit matin à l'initiative du directeur de l'administration pénitentiaire en rupture avec le climat de relatif apaisement des derniers échanges entre ses subordonnés et les mutins et en grossière méconnaissance de la psychologie de Buffet. L'égorgement des otages. Dans la frénésie et la confusion des premières secondes suivant l'assaut, Buffet et Bontemps soustraits de justesse par les gendarmes au lynchage des surveillants. La procédure d'instruction et de renvoi établira des records de célérité jamais égalés dans les annales judiciaires. Moins de 9 mois entre les faits et l'audience de la cour d'assises, pourvoi inclus.
3 mois de moins que pour Patrick Henry, avec une mention particulière pour l'instruction du juge Poignard, ancien 3e secrétaire, dont on attendait un peu moins de zèle dans la précipitation, bouclé en moins de 6 mois, et les 48 heures ayant suffi à la chambre d'accusation pour rendre 2 arrêts sur plus de 50 pages. L'annulation de 2 rapports des médecins experts, favorables à Bontemps, l'un imputant à la seule arme de Buffet la totalité des blessures relevées sur les victimes, et l'autre faisant état de l'absence de toute trace de sang sur l'opinel retrouvé fermé dans la poche de Bontemps. Le maintien dans le dossier du seul rapport des mêmes experts, à nouveau commis et prié de revoir leur copie, affirmant, à l'encontre de leurs précédentes conclusions et sur la base des mêmes constatations, que l'arme de Bontemps peut avoir causé les blessures relevées sur la droite du cou de Madame Comte. Et au soutien de ces expertises, des photos, pour la première fois en couleur, pour l'édification des jurés sans doute, de leurs macabres expérimentations avec les armes sous scellées sur la gorge de 2 cadavres. Mais aussi, au lendemain de l'audience de la chambre d'accusation, la visite de son président dans sa cellule, par humanité ou par curiosité, pour cet accusé hors norme, pour faire état auprès de Buffet de la qualité de l'argumentation de ses avocats et de leur diligence à avoir soulevé devant sa juridiction tant de nullité de procédure, avec pour résultat immédiat que le même jour, Buffet nous déchargeait de sa défense. L'appel par Philippe Lemaire, après le rejet du pourvoi de Bontemps à Robert Badinter, pour partager le fardeau de la défense, premier pas pour celui-ci, mais le sait-il déjà, de sa longue route vers l'abolition. L'unique rencontre de Robert Badinter avec Bontemps avant l'audience, compatible avec la doctrine exposée dans l'exécution, page 28. Bontemps, je dois le défendre. Défendre, ce n'est pas aimer, ce n'est même pas connaître celui que l'on défend. Ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît bien, on les défend mal. Prisonnier que l'on est de cette affection, de cette amitié, de cette connaissance. Doctrine compatible aussi avec la répartition des tâches entre les 2 défenseurs. À Philippe Lemaire, la personnalité de l'homme Bontemps, son histoire, son passé de sergent parachutiste, ses décorations, plus tard, sa chute, objet d'un traitement judiciaire impitoyable et excessif, et la foi nécessaire en sa rédemption. À Robert Badinter, la démonstration technique, procéduralement délicate, que Bontemps n'a pas frappé l'infirmière, et la conséquence qui s'impose et qu'il va falloir soutenir de toutes ses tripes. On ne peut pas condamner à mort celui qui n'a pas tué. Les 2 avocats, évincés par Buffet, préparant quand même le dossier sans plus aucun contact avec l'accusé, pour le cas où il se raviserait, il y avait un précédent. Notre présence au fond de la salle à l'ouverture de l'audience, le spectaculaire revirement de Buffet, le congé aux 2 avocats troyens commis d'office avec qui il avait refusé toute coopération, notre retour à la barre avec, à nouveau, comme aux assises de Paris, le pacte sur l'honneur que jusqu'au bout, chacun de nous 3 pourrait dire librement ce qu'il avait à dire. Les débats. Tout a été dit, et le récit qu'en a fait Robert dans l'exécution ne sera pas paraphrasé. Quelques impressions toutefois, quelques moments parmi tant d'autres qui continuent de s'imposer à ma mémoire. Buffet, hautain, distant, l'air presque ennuyé, absent, le regard de ses yeux de glace perdu vers quelque infini au-delà des murs de la salle d'audience. Il obtient d'emblée de rester assis, et il échappe parfois au président de lui donner du monsieur Buffet. De temps à autre, il laisse tomber des propos dédaigneux, voire provocateurs. À Clairvaux, c'était la pagaille, et j'en ai profité. Ou, après la déposition du directeur de l'administration pénitentiaire qui a ordonné l'assaut, je n'ai qu'un regret, c'est que M. Lecornu ne se soit pas trouvé à la place de Mme Comte. À l'autre bout du banc, Bontemps, livide, se débat comme une bête traquée dans les choses trappes des rapports d'expertise et les lourds sous-entendus de son co-accusé. Robert Badinter, dans une manœuvre d'enveloppement d'abord circonspecte, puis de plus en plus appuyée, façon cross-examination à l'américaine, tente d'obtenir du médecin expert qui vient de conclure péremptoirement, sur la base du seul 2e rapport, à la complète adéquation de l'arme de Bontemps à la blessure à droite du cou de l'infirmière, qu'à tout le moins, il nuance ses conclusions, qu'il admette n'avoir pas toujours été de cet avis.
c'est là se rapprocher dangereusement de l'évocation, interdite sous peine de sanctions disciplinaires, d'une pièce annulée. D'où une fébrilité croissante du président et la menace de constatation d'un délit d'audience. Bontemps, quant à lui à l'abri de telles poursuites, se dresse alors pour donner lecture avec véhémence, sur la feuille que lui passe Robert, des conclusions du rapport annulé. Il termine par ce cri, diversement apprécié dans la salle, « On veut m'assassiner ». Robert prend alors tous les risques au soutien de ce qui vient d'être lu et conclut avec passion son intervention d'un « Et ce rapport existe ». Suspension de séance dans le brouhaha. La Cour, sans les jurés, se retire pour statuer disciplinairement sur le délit d'audience. Philippe Lemaire, devenu défenseur de son confrère. En tête-à-tête avec le président Robert, il l'avertit fermement que seul sera accepté par la défense le renvoi devant les instances disciplinaires de l'ordre des avocats, que la moindre sanction, le moindre avertissement, discréditant la défense, entraînera le départ immédiat et irrévocable, quoi qu'il fasse, des deux avocats de montant, et que, je cite, son procès serait foutu. Message reçu, la procédure disciplinaire éventuelle est renvoyée à l'appréciation de la juridiction ordinale. Plus tard, les réquisitions sans surprise de peine capitale des deux représentants du parquet sont accueillies par les applaudissements de Buffet. Parallélisme des formes entre les deux défenses, avec pour chacune l'incandescence magnifique, bouleversante, dérangeante, parfois jusqu'au malaise nécessaire, des plaidoiries de Robert et pour Bontemps et de Thierry pour Buffet, et la mission d'apaisement des tensions que Philippe Lemaire et moi, non sans effort, nous sommes impartis. Enfin, la déclaration finale de Buffet, dévastatrice, glaçante, modulée entre le détachement désabusé et les imprécations passionnées gardées en réserve pour que Bontemps, qu'il n'accuse pas directement et d'aimant vouloir emmener avec lui à la mort, prenne ses responsabilités. Il conclut comme à Paris en demandant la peine de mort pour lui-même, apothéose de ce procès qui est sa chose et dont il aura voulu en quelque sorte assurer la direction. Applaudissements dans le public, majoritairement composé de surveillants, à la lecture du double verdict de mort, vertueuse indignation du président. Un dernier souvenir, à l'ironie sinistre. Le président Robert, après l'audience, nous montre sur la feuille des questions la réponse négative de la cour d'assises sur la culpabilité de Bontemps comme auteur de la mort de Madame Comte. Comme ça devrait bien se présenter pour la grâce. Sic. Après l'audience, le pourvoi du seul Bontemps est vite rejeté. La chambre criminelle n'a pas retenu le moyen tiré de ce que les débats diffusés hors de la salle d'audience à la diligence du parquet étaient audibles jusque dans la salle des témoins, et même d'ailleurs en direct dans la France entière au fil des bulletins d'information de l'après-midi sur RTL. En guise de recours en grâce, Buffet écrit au président de la République pour réclamer son exécution sous menace de récidive. Cependant, dans une autre lettre, il jure, ce qu'il faut toujours prendre au sérieux avec Buffet, qu'on n'entendra plus jamais parler de lui sous 4 conditions. Le respect des gardiens, un petit appareil radio dans sa cellule, c'était avant les réformes initiées plus tard par le garde des Sceaux Robert Badinter, sa pipe et une cage pour un couple d'oiseaux. Les deux avocats de Bontemps veulent se persuader l'un à l'autre que la grâce d'un homme, dont la cour d'assises a jugé qu'il n'a pas tué, ne saurait faire de doute. Philippe s'efforce d'en convaincre Roger Bontemps lors de ses visites quotidiennes à la santé, complétées bientôt par celle de Robert. Sur ce, un très opportun sondage IFOP révèle que 63% des Français sont favorables à la peine de mort. Au même moment, faut-il croire à une coïncidence, les avocats convoqués le même jour à l'Élysée à 1 heure d'intervalle. Avant l'audience présidentielle, Marie-France Garot nous montre sur son bureau la pile de lettres exigeant, sans distinction, une double exécution et en regard les quelques requêtes en faveur de la grâce. Quant au président, ces quelques remarques nous laissent pantois, tant elles traduisent une connaissance, disons, bien superficielle du dossier de la part de ses collaborateurs.
alors comme ça, vous avez été commis d'office. Ou encore, le problème, voyez-vous, c'est le troisième homme. Il évoque aussi les enlèvements d'enfants. Après ces audiences, la confrontation de nos impressions est alarmante pour Bontemps. Nous avons eu le privilège rare d'accéder au délibéré du président Pompidou avec lui-même. Dans des écrits posthumes publiés en 2012, 3 pages traitent de l'affaire, notamment de la réception des avocats et de l'impression faite sur lui par leurs personnes et leurs arguments. Si le document vaut pour l'histoire, il est assez décevant sur l'homme, ses ressorts intimes, voire ses préjugés, et les informations supposées d'origine direction des renseignements généraux dont il disposait sur nous et dont il semble avoir fait cas. J'en dirai pas plus, d'autant que, curieusement, je suis le seul des 4 à avoir été plutôt bien traité. Puis, l'attente, la consultation du calendrier, les supputations sur la date de réunion du Conseil supérieur de la magistrature, le week-end où rien ne peut se passer, le voyage présidentiel en Afrique dont il faut attendre le retour. Enfin, au bout de 2 semaines, un soir, sur un vieil imprimé défraîchi, jauni, exhumé d'on ne sait quelle réserve et dont on a rempli les blancs, en autant d'exemplaires que d'adresses où le destinataire serait susceptible de passer la nuit. La convocation l'appelant à se rendre le 28 novembre 1972 à partir de 4 heures à la maison d'arrêt de la Santé pour assister à l'exécution capitale du nommé Buffet-Claude, condamné par la cour d'assises de la Seine, mention rayée de l'Aube, le 29 juin 1972. L'exécution. Tout a été dit par Robert, et de quelle façon. Là encore, loin des effets faciles et des curiosités vertueuses ou équivoques, des images toujours présentes pour toute une vie. Images partagées entre nous 4 d'abord. Notre arrivée ensemble, comme dans un cauchemar au bout de la nuit, dans la cour de la Santé. Le contournement de l'échafaud pour accéder à la détention. La découverte glaçante des proportions réelles de la machine, plus étroite, plus haute, plus frêle et par là plus malfaisante encore que dans ses représentations. Le dais noir pour intercepter les regards du voisinage, l'occultation de la porte vitrée pour que la phase finale du sacrifice n'ait d'autres témoins que ses desservants. L'entassement. Dans le bureau du directeur, les rôles et fonctions pas encore clairement identifiés, ceux qu'on reconnaît et ceux qui n'y sont pas. Notre incrédulité face à l'absence du président de la cour d'assises et de l'avocat général. Le médecin légiste, pour la constatation des 2 décès, d'ores et déjà, il soumet aux avocats pour signature par les condamnés un formulaire d'autorisation de prélèvement pour la banque des yeux. Démarche repoussée avec horreur. L'appel à la défense pour déterminer l'ordre des exécutions. L'impossible dilemme d'un improbable revirement présidentiel in extremis. Le consensus honteux sur la désignation de Bontemps pour la première mise à mort. Le reste, les 2 binômes l'ont vécu séparément, mais des 2 côtés. Ils ont vu le même courage, la même dignité, le même dédain devant l'effondrement moral embarrassé de l'institution judiciaire, exprimé par l'un, Buffet, avec le seul geste symbolique à sa portée, le jet, après de brèves ablutions, de sa savonnette dans la cuvette des toilettes. Par l'autre, Bontemps, avec cette apostrophe au substitut qui avait demandé sa tête. « Alors, Richon, tu bandes ?» Le témoignage poignant de Robert, qui s'efface devant le rôle de Philippe Lemaire, berçant Bontemps de son étreinte, le protégeant avec la force et le débit hypnotique de ses mots d'affection et d'estime contre l'envahissement de l'horreur. La dernière lettre de chacun à sa famille, celle de Buffet déjà prête qu'il n'y a plus qu'à dater. Quant à Bontemps, il doit peiner à rédiger la sienne. Pour l'un comme pour l'autre, après la rotonde, l'arrêt dans un renfoncement du couloir transformé en oratoire, et les quelques instants, sans doute jugés trop longs par l'équipe technique impatiente d'en finir, pour une liturgie célébrée seul à seul par le père Clavier, le lumineux aumônier de la Santé, la seule personne que sa foi et son ministère plaça au-dessus de la honte éprouvée par tous.
et juste après, le temps pour l'élévation des âmes. Passer quelques instants pour une dernière étreinte avec les avocats, la bascule brutale dans la bestialité. L'avant-dernière étape du hall où officie André Obrecht, l'exécuteur en chef au petit chapeau. 318 exécutions au compteur. Bientôt la retraite après la 322e. Avec ses commis en bleu de chauffe et gapette, l'un d'eux, la boyarde de maïs collée à la commissure des lèvres. Ils se saisissent de leur proie pour le rituel dit de la toilette du condamné. En fait, son immobilisation par des nœuds savants, prestement assurés pour cambrer et transformer un corps en paquet. La chemise rabattue d'un seul mouvement des deux mains, de part et d'autre des épaules, sans les ciseaux du cinéma, pour dégager la nuque. Ce corps qu'on saisit sous les aisselles pour le traîner, incliné, la tête face au sol, dans la même position déjà que dans un instant sous la machine. Le claquement de la porte au vitrage occulté, les deux autres claquements, attribués à la retombée de la lunette et à la chute du couperet jusqu'en butée. Plus tard, au franchissement de la porte du guichet, dans la diagonale de la cour, à une douzaine de mètres peut-être de l'échafaud, un surveillant s'active avec sa serpillière. Voilà ce que nous avons vécu. Voilà ce que Robert Badinter s'est juré de ne plus revoir. Voilà ce qu'il s'est juré de faire bannir à tout jamais de la société des hommes. Une note de littérature pour conclure, puisque nous sommes sous les auspices du Palais littéraire et musical. Avec les dernières lignes, à la résonance si particulière du texte que Robert Badinter a consacré à Victor Hugo et la peine de mort. En 1881, presque octogénaire, portant le poids des souffrances et des malheurs dont il avait eu sa cruelle part, vieux combattant de la justice et de la liberté, incarnation vivante de la République. Enfin triomphante, il rédige encore au Sénat une ultime proposition. La peine de mort est abolie. Posons ce principe, la loi suivra. Faite d'après ce principe, elle sera bonne. Elle entrera comme un soulagement divin dans les codes délivrés. Le texte, nous dit Robert, s'achève par cette espérance. C'est à nouveau Victor Hugo qui parle. Heureux si l'on peut un jour dire de lui, en s'en allant, il emporte avec lui la peine de mort. D'où ce dernier salut de Robert à son illustre précurseur. Il n'a pas eu le bonheur d'une telle épitaphe, mais l'admiration et la gratitude de tous ceux qui luttent pour une justice plus humaine sont à jamais acquises. Merci, Victor Hugo. La transposition s'impose. Il aura eu le bonheur d'une telle épitaphe. Et l'admiration et la gratitude de tous ceux qui luttent pour une justice plus humaine sont à jamais acquises. Merci, Robert Badinter. Merci Rémi pour ce témoignage fantastique qui est bouleversant pour ceux qui ne peuvent qu'imaginer ce que toi tu as vécu avec Robert Badinter et qui nous permet à tous ici ce soir de sentir profondément ce que l'émotion, non pas seulement du cœur mais aussi de l'esprit, peut entraîner comme résolution pour vaincre l'innommable. Merci. La parole est maintenant à Basile Adair, qui a reconstitué, comme je l'ai dit, le procès de Patrick Henry. Merci, monsieur le bâtonnier. Lorsque le bâtonnier Cousy, qui voulait qu'on fête, ici même d'ailleurs,
les 40 ans de l'abolition, m'a demandé si je ne pouvais pas être tenté de mettre en place une reconstitution théâtrale, comme je l'avais fait pour un procès devant le Conseil de guerre pour fêter les 100 ans de la victoire de 18. Je me suis dit, pourquoi pas. Je vais aller à la rencontre de Robert Badinter, que j'avais vu au moment de mon mandat, parce qu'il était très fidèle aux bâtonniers successifs. Il nous invitait à déjeuner dans son appartement rue Guimer. Et donc j'ai pris cette occasion pour reprendre rendez-vous avec lui. Il m'a dit, oui, c'est une bonne idée, j'aime bien le théâtre, mais vous savez, la peine de mort, c'est quand même... Et alors je lui ai dit, mais Robert, c'est Patrick Henry. Oui, mais Patrick Henry, on a gagné. Si vous voulez dénoncer, il faut peut-être faire Ranucci plutôt. Je dis, mais précisément, l'abolition, c'est ce que vous avez obtenu, c'est d'abord à Troyes que vous l'avez obtenu. Et il me dit, oui, vous avez raison. C'est là que tout a basculé. Et je dis, il faudrait que je puisse reconstituer. Il n'y a pas eu une sténographie des débats. Il me dit, non, pas à ma connaissance. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'a enregistré, mais je n'ai jamais pu enregistrer ma plaidoirie, mais je n'ai jamais pu avoir l'enregistrement. Mais je peux vous confier ce que j'ai conservé. Il est allé dans son bureau avec un petit dossier et des coupures de presse, fondamentalement. Je dis, je ne suis pas sûr d'y arriver. Il dit, écoutez, lisez l'abolition, tout est dedans. Et du coup, je me suis plongé dans l'exécution. J'ai commencé par ça. Magnifique livre, d'ailleurs, que vous pourrez acheter à la sortie, je l'indique au passage, dans la belle collection des bibliophiles, et l'abolition. J'ai été pris, je les ai lus d'un bout à l'autre, et je me suis dit, mais ça va faire écho à ce que vous venez de dire, Rémi, Robert Badinter, c'est l'effet papillon. Robert Badinter n'aurait sans doute pas été Robert Badinter si le préposé à la maison de Clairvaux n'avait pas estimé, dans la bonne administration pénitentiaire, de mettre dans la même cellule Buffet et Bontemps, parce qu'ils avaient été tous les deux militaires, et il s'est dit ça sera un facteur de calme. Vous l'avez dit, Buffet était subjugué, Bontemps était subjugué par Buffet, et il l'a entraîné dans cette chimérique prise d'otage. Il l'a ensuite entraîné devant cette cour d'assises dans l'ambiance que vous venez de décrire, et presque empêché de se défendre comme il aurait dû l'être, puisqu'il y avait une espèce de solidarité. C'est ce que raconte Robert Badinter dans son livre Entre les deux. Et il se défendait mollement sur la question de savoir si oui ou non il avait participé à un des deux meurtres, alors qu'à l'évidence il ne l'avait pas fait, il n'avait que cette opinel, il était à la porte pour tenter d'empêcher le passage. Et pour autant, il est condamné à mort, il n'est pas gracié, vous venez de le rappeler. Et Robert Badinter a dit dans un des ouvrages qui lui a rendu hommage, j'étais un partisan de la peine de mort, je deviendrai partisan de l'abolition de la peine de mort, je deviendrai un militant de cette abolition. Et lorsque, par l'effet de l'histoire, dans son côté tragique, 4 ans plus tard, le bâtonnier Boquillon, qui doit défendre un monstre absolu qui a provoqué la peur de la France, qui s'est lui-même commis d'office parce qu'aucun avocat à Troyes ne voulait défendre Patrick Henry, et que lorsqu'on a demandé, mais il faut quand même un avocat, on est allé au barreau d'à côté, à Chaumont, il a dit, bien, je vais m'auto-désigner pour qu'il ait quand même un défenseur. Il appela Robert Badinter à ses côtés et ils le défendirent. Le procès s'annonçait encore plus mal, si je puis dire, que celui de Bontemps, puisque il n'y avait pas de contestation sur le fait qu'il avait tué, que Patrick Henry était manifestement peu sympathique, peu à même d'exprimer un regret, un pardon. Et il s'est inspiré de ce qu'avait fait Gisèle Halimi au procès Bobigny. Il a dit « Je vais renverser le sens de l'accusation ». Un procès va naturellement dans le sens de l'accusation. L'accusation a toujours la part belle. Et comme Gisèle Halimi l'avait fait en 1972 à Bobigny, en mettant en accusation la loi qui punissait l'avortement,
il a décidé de porter l'accusation contre la loi qui punissait encore la peine de mort. Il a pour cela, et c'est ce à quoi je me suis attaché le plus fidèlement possible dans la reconstitution théâtrale, il fallait résumer trois jours d'audience en 1h30, qui est le format théâtral, les trois fameux témoins d'accusation que furent l'abbé Clavier, précisément, pour qu'il raconte comment se passait une exécution à ce temps-là. Un prix Nobel de médecine, le docteur Wolf, qui est venu dire que la peine de mort était... je l'ai restitué dans la pièce, puisque ça, les chroniqueurs judiciaires l'avaient rappelé. Et voilà ce qu'il dit lorsqu'il est entendu comme témoin. Tant ma conscience que mon expérience ne peuvent m'en amener qu'à refuser une pareille démarche qui relève de l'exorcisme et non de la justice. Mais je n'ai pas le début. Voilà. Oui, voilà. L'existence de la peine de mort n'est permise qu'à cause de la méconnaissance de la science. Cette méconnaissance entre en contradiction avec la certitude qu'on attend des juges lorsqu'ils doivent prendre en leur âme et conscience la décision irréversible de donner la mort aux condamnés. Tant ma conscience que mon expérience ne peuvent m'amener qu'à refuser une pareille démarche qui relève plus de l'exorcisme que de la justice. Et puis il fait citer le professeur Léoté, qui au long de longs témoignages explique que la peine de mort ne remplit aucune des fonctions traditionnelles de la peine que sont l'amendement du criminel, l'exemplarité, l'élimination et l'expiation. Mais la cause est loin d'être obtenue. Il y a un avocat de la partie civile qui ne demande pas la peine de mort, mais qui est très sévère sur le comportement de Patrick Henry, qui n'a exprimé aucun regret, qui a menti à plusieurs reprises. Et surtout, l'avocat général, le même que celui qui avait requis 4 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, à ce moment-là, on est au début de l'année 77, c'est 5 ans après, le même avocat général, rappelant que Bontemps, qui pourtant n'avait pas tué, avait bien été condamné à mort, que ce serait pour le moins incompréhensible que Patrick Henry, lui, ne le soit pas à son tour, terminait en disant « Une société n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux, elle n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes. Sans haine, sans passion, sans faiblesse, vous appliquerez les lois de notre pays. » L'avocat de la partie civile, j'ai oublié de le dire, c'était Johannes Ambre, qui était un avocat du barreau de Lyon. Et ensuite, Robert Boquillon s'est levé, puis Robert Badinter. Il y a heureusement eu beaucoup de restitutions de sa plaidoirie. Il n'y a pas eu toute l'heure et demie, mais suffisamment pour que je sois le plus fidèle possible. Je terminerai simplement par sa péroraison, après s'être battu, avoir appelé tout ce que la peine de mort peut avoir de barbare. Il se met en face de tous les jurés, à la place du témoin. Il les regarde les uns après les autres et il dit « Vous allez voter maintenant. Si vous votez comme monsieur l'avocat général vous le demande, je vous le dis, le temps passera, ce sera fini. Et puis, il y aura un autre crime affreux. Et puis, vous y penserez. Et puis, il y aura l'abolition. Et puis, un jour, vous direz à vos enfants que vous avez condamné un jeune homme à mort et vous verrez leur regard. » Dans les coupures de presse qu'il m'avait données, il y avait l'article de Pierre Georges. D'ailleurs, celui-là, je crois qu'il a été très complet. Et donc, je vous lis ce que Pierre Georges dit de cette plaidoirie, des 2 plaidoiries d'ailleurs. Ce n'était pas simplement, donc le lendemain même, dans Le Monde, ce n'était pas seulement l'avocat Badinter qui était venu défendre le client Henry, mais l'homme lui-même qui, 5 ans après, retournait à Troyes
pour chercher sa revanche sur lui-même, pour cicatriser ou ouvrir davantage encore une blessure terrible. Ce moment extraordinaire, ce cri prolongé qui, pendant 1h30, a tenu comme fasciné, ébloui, tous ceux qui étaient dans la salle d'audience. Je crois, chère Elisabeth, que vous y étiez. Il m'a dit, elle est venue. Ce périple forcé dans la conscience humaine, nous le devons à un avocat qui ne s'est jamais pardonné de n'avoir pu sauver à Troyes un autre accusé, Roger Bontemps. Et à propos des plaidoiries, où il évoque cette irrésistible supplique de vie, toujours Pierre Georges dans Le Monde dit « Le bâtonnier Boquillon et Robert Badinter furent cet après-midi, bien au-delà du métier d'avocat, deux hommes sortant tout ce qu'ils avaient dans le ventre, dans la tête et dans le cœur, pour inverser le cours des choses. Ils n'ont pas plaidé, ils ont chacun, pendant 1h30, pesé de toute leur conscience sur la conscience des hommes et des femmes présents dans la salle. Ils ont dressé, pendant 180 minutes, une irrésistible supplique de vie. » C'est évidemment ce moment-là. Alors après, il continue d'en défendre. Après, tout ça est magnifiquement raconté dans l'abolition. Mais c'est évidemment ce moment-là qui emporte le morceau, qui fait, comme il me l'a dit, basculer les choses. Il devient celui qui personnifie ce combat, qui fait qu'il déclenche beaucoup de haine et qu'il faut beaucoup de courage à lui et sa famille, d'ailleurs, à ces moments-là, pour continuer de se promener dans la rue. Et Mitterrand a le courage de l'emmener avec lui lorsqu'il est élu en 81. Alors il en fait son garde des Sceaux après les élections législatives, mais évidemment, le contrat entre eux est simple et clair. Il doit faire adopter l'abolition, voter l'abolition définitive. Et c'est ce qui est voté, je ne veux pas redire ce qu'on a rappelé ces derniers jours, bien mieux que je ne le fais. Mais, et là, ce sont les derniers mots de l'abolition, et ça fera écho à ce par quoi vous avez terminé, Rémi. Il est au Sénat, on vote pour... on l'a adopté à l'Assemblée nationale. On est le 30 septembre, et voilà ce qu'il écrit. « Je regardais l'horloge, il était 12h50, ce 30 septembre 1981, le vœu de Victor Hugo, entre guillemets, l'abolition pure et simple et définitive de la peine de mort, était réalisée. La victoire était complète. » Le président de la République nous a annoncé qu'il irait au Panthéon. J'espère qu'il ne sera pas loin de Victor Hugo. Merci Basile pour ce témoignage qui est plus une reconstitution. J'ai vu cette pièce, j'ai même eu le bonheur d'y figurer le président. Et je dois dire que j'ai été surpris quand j'ai vu dans la presse que l'on m'avait taxé d'une telle ressemblance que j'étais, je ne sais plus la formule, mais plus vrai que nature, disait-on. Ce qui montre qu'on peut parfois prendre à contre-pied la personne que l'on veut être et céder pour l'amour du théâtre, comme y a cédé Robert Badinter, sans cesser d'être un honnête homme. Et c'est de cet auteur de théâtre que va parler, entre autres, Mathilde Joanneau. Robert Badinter a accompagné de loin mon enfance, de près la vie de mes parents. Dans mon enfance, mon père était son collaborateur, puis son associé et son compagnon de route.
dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On entendait beaucoup parler de lui à la maison, mais aussi beaucoup de Forisson. Dans mon adolescence, c'est ma mère qui l'a rejoint à la chancellerie. Chef de cabinet, la voilà investie. Je savais qu'il n'aimait pas les vacances judiciaires. Il ne les comprenait pas. Comment les tribunaux peuvent-ils être en vacances? Cela m'est resté. Pas de vacances pour les juges, pas de vacances pour les avocats. Une justice toujours en mouvement, à l'écoute, disponible. Je me demande ce qu'il a pensé de ces années Covid, où on fermait les tribunaux et les théâtres, où tout était non pas en vacances, mais à l'arrêt. Je savais aussi qu'il n'aimait pas les barbus. Anecdote d'adulte qui marque les enfants, sans intérêt. Mais en y repensant, cela m'a fait sourire, alors je vous la livre. À chacun de nos échanges, il m'impressionnait. Et en même temps, j'avais toujours le sentiment qu'à force, il allait sourire. Comme on peut sourire devant la petite fille que l'on avait croisée et qui était devenue une adulte, une avocate, qui aimait le théâtre. Le Palais littéraire et musical ne saurait rendre hommage à Robert Badinter sans se faire la chambre d'écho de sa passion pour le théâtre. Elle ne l'a jamais quitté. Jeune spectateur, amoureux d'Hugo et du théâtre réaliste, il prendra la plume pour écrire le théâtre, non pas le jouer, non pas le mettre en scène, mais l'écrire. Écrire des romans, des nouvelles, des autobiographies, oui. Et pourquoi pas le théâtre, sa forme, son art, pour transmettre ses combats. Le théâtre est une forme supérieure de l'expression des drames humains, disait-il. C'était en avril 2022, sur la scène du Théâtre Antoine. Après une représentation, lecture exceptionnelle par les comédiens de la Comédie Française, de sa pièce « Cellule 107 ». Une pièce qui, de nouveau, se passe dans le milieu carcéral. Après Claude, son opéra, oui, Robert Badinter a aussi écrit un livret d'opéra. D'après l'œuvre de son cher Victor Hugo, Claude Gueux, qu'il transforme en Canut de Lyon, ouvrier révolté et révolutionnaire qui tuera le directeur de la prison de Clairvaux dans cette prison, grosse machine à broyer les humains. Et après C3-3, sur le procès d'Oscar Wilde, publié en 1995, dont la deuxième partie se passe, là encore, en prison, dans la cellule C3-3 d'Oscar Wilde. L'univers carcéral, le lieu de privation des libertés, où, aux grandes dames de tous à l'époque, il avait fait rentrer la télévision. En ce temps-là, il n'était pas l'homme le plus aimé de toutes les professions judiciaires. L'univers carcéral pour lequel il se battait toujours et encore pour y faire rentrer la dignité, le respect et aussi l'humanité. C'est bien aussi de l'univers carcéral qu'il est question dans Les Briques rouges de Varsovie, sa pièce sur le ghetto. Le ghetto de Varsovie, c'était d'abord un lieu clos, cerné d'un mur, une immense prison. En septembre 2004, il écrira « Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Du ghetto de Varsovie, rien ne subsiste, hormis les souvenirs de quelques survivants et les écrits des contemporains. Pour qui a écouté ces voix d'outre-tombe, il est impossible de les oublier. Parfois, dans mon bureau, mon regard se pose sur ces fragments de briques rouges qui ont enserré tant de misère humaine. Je pense à ces cortèges d'ombre allant à l'Umschlagsplatz, à ceux qui vécurent et moururent au ghetto, aux martyrs, aux héros, aux salauds aussi, de cette cité engloutie. À force de rêver à eux, ils ont pris place dans ma mémoire imaginaire. Comment ont-ils vécu? Comment sont-ils morts?
Leur voix chuchote, leur ultime parole. Écoutons-les, nous qui vivons encore. Mais revenons à ce soir d'avril 2022, entouré de cette famille de la Comédie Française pour une soirée si particulière, animée par Mathieu Aron. Il était heureux, Robert, d'entendre le dialogue entre René Bousquet et Pierre Laval, qu'il avait inventé par les comédiens du Français. C'était comme la naissance d'un spectacle, un commencement, une mise en bouche, un début de mise en scène de sa pièce « Cellule 107 ». Pour mémoire, Robert Badinter avait imaginé ce dialogue entre les deux habitants de Fresnes, compagnons de cellule, la veille de l'exécution de Pierre Laval. De leur rencontre réelle est né dans l'imaginaire de Robert Badinter ce dialogue à la prison de Fresnes. Cellule 107, dans la nuit du 14 au 15 octobre 1945. Et pour y dénoncer quoi? Deux des échecs de la justice française. L'un pour sa condamnation à mort, l'autre acquitté par la Haute Cour de justice le 23 juin 1949, après 3 jours d'audience seulement. Nous étions heureux tous, les spectateurs célèbres ou pas, de le voir heureux aux côtés de son épouse Élisabeth pour ce moment de théâtre. À la même époque, en juin 2022, il acceptait, sur demande de l'Association des avocats LGBT du barreau de Paris, de leur livrer une interview, faute d'avoir pu venir physiquement tenir une conférence sur le droit des homosexuels. Lors de la diffusion de cette interview, j'avais été frappée par la puissance du propos, sa modernité, sa colère, toujours et perpétuellement présente. Son appel à la mobilisation de tous les gays du monde, à lutter pour cette liberté, liberté de disposer de son corps, pour ce droit humain, fondamental, par-delà la Méditerranée. Il faut agir, il faut être solidaire, il faut lutter. Je sais que c'est de l'autre côté de la Méditerranée, mais il faut lutter. Il y a trop d'indifférence, ou pas assez de sensibilité aux autres. Ce sont des êtres humains, des frères et des sœurs. Et ce n'est pas parce qu'on a réglé le problème chez nous que l'on doit être indifférent aux souffrances des autres. Indifférent au châtiment physique, au fouet, à la honte. C'est une mobilisation qui doit être constante. On ne peut pas admettre qu'il y ait ces comportements, nulle part. Les droits de l'homme, c'est pour tous et partout. Et parmi les droits humains, il y a la liberté de disposer de son corps. Je me souviens de cette caméra sur son visage, de la force de ses propos, transmis à un public de jeunes avocats, avides de conseils pour faire avancer les droits et lutter contre les discriminations. Mobilisez-vous. Monsieur Badinter disait aussi à Guillaume Marquis, président de l'association LGBT, ici présent ce soir, « Je voudrais quand même attirer l'attention des jeunes générations sur quelques points, disait-il. Ce n'est pas en changeant les lois qu'on change les mentalités. Ce qui a été véritablement donné aux homosexuels, leur dignité d'être humain, la considération normale qui s'attache à chacun, quelles que soient ses mœurs, eh bien, c'est l'épreuve du sida. Pas la suppression du délit d'homosexualité, devenu dans la pratique judiciaire très peu de choses. Ce qui a vraiment changé, c'est la dignité, la solidarité, cette façon de veiller sur l'autre, sur les autres, les uns les autres, qui a marqué la communauté homosexuelle face à l'épreuve du sida, qui l'avait frappée très durement. Et il y a eu des œuvres d'art, des pièces, des livres, et puis le comportement quotidien d'amis. Et c'est ce malheur, cette épreuve qui ont fait changer l'opinion publique sur l'homosexualité. Beaucoup plus que le texte. Le texte, cela allait de soi pour moi. Alors, après avoir rappelé comment la fée de l'éloquence l'avait rejoint dans l'hémicycle en ce mois de décembre 1981 pour faire voter l'abolition du délit institué par les lois de Vichy sur l'homosexualité, il nous rappelait
l'importance du combat et de l'art pour y parvenir, pour changer les mentalités. Il évoquait déjà, ce 20 décembre 1981, le procès d'Oscar Wilde, qu'il écrira 10 ans après. Il l'évoquait dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale pour distinguer l'histoire de nos législations françaises et anglaises. Jean-Marc Sauvé, haut magistrat et conseiller du ministre, dira que c'était l'un de ses plus beaux discours. En évoquant ces débats, il rappellera, avec des étoiles dans les yeux, ce moment de théâtre à l'Assemblée nationale. On est arrivé en fin de session, le dimanche après-midi, en décembre. Il n'y avait personne dans l'hémicycle, mais les tribunes étaient pleines. Et lui de continuer. Le démon de l'improvisation, qui est la fée de l'éloquence, était présente, pas loin, pas besoin de lire le texte. Allez, emporté par l'éloquence, je m'écris. Oui, la France n'a jamais reconnu tout ce qu'elle doit à ses homosexuels. Et j'ai évoqué le soldat inconnu, dont personne ne sait s'il était homo ou pas. Alors les tribunes ont applaudi, ce qui est formellement interdit pour les tribunes de manifester leur opinion. Le président a menacé d'évacuer la salle, et alors, un petit mouchoir de batiste est tombé des tribunes et est descendu tout doucement vers les bancs vides de l'Assemblée. Et tout le monde regardait ce mouchoir, depuis le président jusqu'aux huissiers, en passant par l'orateur. Tout le monde regardait le mouchoir poursuivre sa course, élégante d'ailleurs, sur les bancs vides. Du coup, la fée de l'éloquence était partie, elle était rentrée chez elle, et j'ai terminé en 4 minutes. Après plusieurs allers et retours, la proposition de loi a été acceptée par les deux assemblées. Et le délit était supprimé. L'article 331, alinéa 2 du Code pénal, abrogé par la loi du 4 août 1982. Et comme un conseil qu'on s'applique à soi-même, il reviendra encore une fois dans cette cellule froide d'Oscar Wilde pour reprendre au théâtre, dans cette forme suprême, supérieure de l'expression des drames humains, le destin tragique de l'auteur, un hommage rendu à un écrivain talentueux, insupportable et généreux, qui, parce qu'il était homosexuel, fut détruit par la justice de son pays. La pièce fut jouée au Théâtre de la Colline à la fin de l'année 1995. Elle était mise en scène par Georges Lavelli. C'est Roland Bertin qui interprétait Oscar Wilde. Roland Bertin est disparu lui aussi. Il donnait à voir un formidable Oscar Wilde, qui lui insuffle, dira la presse, toute l'humanité du monde, mélange de gentillesse et de douceur tout à fait remarquable. Roland Bertin, qui éclate lors d'une scène dans la prison où Oscar Wilde discute avec un vieux gardien d'un condamné à mort que l'on doit exécuter au petit matin. Et l'on reconnaît dans cette scène ici l'auteur abolitionniste, le gardien. Moi, ça me fait horreur. Horreur de penser à cette nuit qui commence, horreur d'attendre l'aube, quand il faudra l'empoigner, le lier comme une bête et l'entraîner dans les couloirs. Horreur de l'échafaud de l'échelle, de la corde qui pend, du sac sur la tête, du nœud qu'on attache, de la trappe qui s'ouvre, du corps qui tombe et du cri qui jaillit. Car ils crient tous. Ils crient comme si l'homme s'arrachait de leur corps. Robert Badinter nous a quittés. Mais il nous laisse sa dernière pièce de théâtre. Elle sortira au mois de mars 2024, Le procès de Jésus. Alors, Elisabeth dit non, mais je vous expliquerai. À défaut de l'entendre nous en parler,
Je dis à tous les amateurs et les amoureux du théâtre, et à défaut de chanter son livret d'opéra, jouons ces pièces, ne cessons jamais de lutter. Merci infiniment Mathilde pour cette évocation de l'auteur de théâtre qui en réalité nous fait voir comme personne que le théâtre, c'est une confrontation avec la vie. Comme le disait d'ailleurs cet écrivain magnifique, le théâtre est la confrontation du temps présent avec les sources primitives et pures de l'angoisse, de la douleur et de la mort, et c'est ainsi qu'il l'a anobli. C'est mon tour de vous dire quelques mots pour conclure, sans répéter ce qui a déjà été dit, mais pour vous livrer ce que ce grand homme laissera pour toujours comme trace, qu'il soit en effet au Panthéon ou non, nous le souhaitons tous, et le plus près possible, en effet, de Victor Hugo, comme l'a dit Basile. Je ne vais pas redire ce que nous devons au ministre de la Justice, au président du Conseil constitutionnel, ce que nous devons aux sénateurs, à l'écrivain, mais je voudrais quand même revenir sur quelques points. Je voudrais d'abord rappeler qu'il a non seulement fait abolir la peine de mort, mais il a été d'une vigilance extrême pour ce qui concerne le rôle des avocats, dont il a redressé la stature avec 2 articles de la loi du 15 juin 1982. Le premier a été évoqué, c'est la réforme du serment. Je vous rappelle que quand j'ai prêté serment d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique. Ça veut dire que j'ai prêté serment en 1973, il y a 50 ans, de ne jamais plaider pour Antigone, quelle qu'elle soit. Revenue de l'Antiquité, elle est toujours vivante, sous des formes diverses, mais j'étais privé de cela. Et d'autres avaient prêté ce même serment avant moi, comme notamment cet homme qui fut un homme politique discutable, mais un grand avocat, qui pratiquait le devoir d'insolence, Tixier-Vignancourt, qui lui avait osé enfreindre son serment. Lorsqu'un président lui dit « Maître Tixier-Vignancourt, vous ne respectez pas le tribunal », de sa voix d'éthyllo-tabagique, il avait répondu « Au tribunal, tout mon respect, de confiance aucune ». Il aurait dû être radié selon la formule du serment. Et là où Robert Badinter a été remarquable, c'est qu'il a fait voter une loi avec le concours de Gisèle Halimi, rapporteur, qui raccourcit ce serment de manière tout à fait remarquable. Nous prêtons serment d'exercer comme avocat nos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a ajouté à l'énoncé des valeurs que contenait l'ancien serment la notion de probité qui s'inscrit dans les devoirs de l'avocat, comme si au fond, dans le serment d'avant, il était plus important
d'être un laquais de la justice qu'un homme d'honneur servant le juste. Et puis il a modifié dans la même loi le régime de l'outrage. Je vous rappelle qu'en la loi du 15 juin 82, le magistrat qui se sentait outragé, la victime, devenait lui-même le juge de l'outrage qu'il avait subi. Et il était juge au point de condamner. On en a quelques exemples, notamment l'un des plus célèbres, c'est celui de Jacques Izorni, qui a été suspendu 3 ans par la Cour spéciale de justice militaire pour avoir mis en cause la probité ou l'impartialité d'un des colonels qui siégeait dans la juridiction. Alors depuis Robert Badinter, ça n'est plus possible. Nous lui devons cette extraordinaire immunité qui fait que si le magistrat s'estime injurié ou outragé, il le fait noter par son greffier ou sa greffière. C'est éventuellement transmis au procureur général, la deuxième autorité de poursuite après le bâtonnier. Et le procureur général saisit l'ordre, le cas échéant, qui a 15 jours pour se décider, et s'il ne se décide pas, le procureur général peut faire appel. Et en tout état de cause, l'outrage à magistrat commis par un avocat, j'insiste sur cela auprès des jeunes avocats, l'outrage aux magistrats commis par un avocat ne peut pas être déféré à la juridiction correctionnelle. C'est le conseil de discipline de l'ordre qui en décide. Alors c'est tout à fait remarquable, et la Cour européenne des droits de l'homme est allée dans le sens que Robert Badinter avait tracé, puisqu'elle a dit dans des arrêts, exactement dans la ligne de ce que voulait Robert, que la sanction d'un outrage prononcé par un conseil de discipline doit être assez légère pour ne pas décourager l'ensemble des avocats d'exercer leur métier et la liberté d'expression qui est leur essence même. Voilà. Ce qui est extraordinaire quand on parle de Robert Badinter, c'est qu'une série d'idées profondes qui étaient les siennes, qu'il habitait, ont fait leur chemin et ont eu une postérité. C'est la même chose pour la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est de lui, on l'a dit tout à l'heure, qu'est venue l'initiative selon laquelle un individu peut saisir la CEDH contre l'État et personne ne peut l'en empêcher. Et de la même manière, il avait eu cette idée tout à fait remarquable de vouloir transformer la dénomination du Conseil constitutionnel qu'il a présidé en Cour constitutionnelle. Car il y a en effet une ambiguïté extravagante entre cette dénomination Conseil constitutionnel et le fait que cette Cour constitutionnelle peut dire que des lois sont invalides, les faire retoquer ou être désormais saisie par une personne par le biais de la question prioritaire afin de faire dire qu'une loi est anticonstitutionnelle. Il n'a pas gagné sur ce point, il l'a regretté, il s'en est exprimé d'ailleurs, mais c'était une idée remarquable que de vouloir donner le nom juste à une institution qui n'est pas un conseil qui conseille, mais une cour qui est capable de casser la loi. Ensuite, je voudrais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, comme à lui. C'est ce combat qu'il a mené contre les crimes contre l'humanité. Nous rappelons bien sûr tous que son enfance n'est pas étrangère à ce qui a été sa formation d'humaniste détestant, abominant tout ce qui était de l'ordre de l'atteinte aux personnes, on l'a dit tout à l'heure, mais plus encore, il a été le révélateur, pour nous autres les avocats, de ce qu'avait été le Conseil de l'Ordre de Paris pendant la guerre. La politique de l'ordre, allant au-delà de ce que les Allemands nazis demandaient, sur les indications de Pétain, qui a promulgué les premières lois anti-juives, avant même que les Allemands le demandent,
l'ordre où siégeait Xavier Vallat comme membre du Conseil, présidé par le bâtonnier Charpentier, un résistant, dit-on, on veut le croire, a radié les avocats parce qu'ils étaient juifs. Et ce qui fut probablement le crime le pire, c'est ce qu'il explique dans son livre « Un antisémitisme ordinaire » avec comme sous-titre « Avocat, Vichy et les avocats juifs ». Ce qui est tout à fait poignant, c'est que avant lui, on n'en parlait pas. On avait même, c'était sous le bâtonnat d'un bâtonnier tout à fait estimable, qui avait fait l'éloge comme premier secrétaire de Pierre Masse, on avait vu apposer sur les murs du couloir de la première chambre de la Cour un médaillon forgé en l'honneur de Jacques Charpentier. Et la question avait été posée à plusieurs reprises de savoir s'il fallait déboulonner ce médaillon après qu'on avait compris qu'en réalité, lorsque le Conseil de l'Ordre de Paris siégeait pour radier les avocats juifs, le bâtonnier Charpentier n'avait pas menacé de démissionner. Et il avait ratifié les arrêtés radiant les avocats juifs. Et il a fait une conférence après le livre remarquable que je lui ai demandé ensuite, quand j'ai succédé au bâtonnier Adler comme président du PLM, de refaire. Et Robert m'a dit, je veux bien refaire cette conférence sur le sort des avocats juifs pendant la guerre. Mais je veux la faire un 13 février et dans la première chambre de la Cour. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que c'est le 13 février 1942 que la Cour d'appel de Paris a rendu les abominables arrêts ratifiant les détestables arrêtés du Conseil de l'Ordre de Paris. Et cette suggestion, cette demande de Robert lui ressemble complètement. Il n'est pas quelqu'un qui s'imagine qu'il invente le monde. Il est, comment dirais-je, totalement solidaire de l'histoire. Il a les pieds et les mains façonnés par l'histoire, y compris celle de son père et de son oncle, qui sont tous deux morts en déportation. Et c'est ce souvenir des douleurs vécues, des douleurs passées, des injustices abominables qui ont été souffertes autour de lui, qui a déterminé chez lui non pas le sens de la vengeance, il ne l'avait absolument pas, ni le sens d'une répression terrible contre les... Non. Mais la mémoire, l'honneur de se souvenir, de façon que l'âme humaine s'ouvre davantage à l'humanisme, à la fraternité. Je me rappelle un jour où il m'avait invité à déjeuner, où on parlait de Victor Hugo, justement, et il répétait le vers de Victor Hugo, « Ô insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Et c'était tout à fait l'esprit de Robert Badinter. L'autre est un autre moi-même, et c'est la raison pour laquelle il s'est battu. Et donc, lorsque il n'était pas question, il l'avait dit, il ne voulait pas qu'on déboulonnât Charpentier, mais j'avais suggéré que l'on fasse un médaillon en l'honneur de Pierre Masse, ancien premier secrétaire, dont le père, bâtonnier de Strasbourg, avait en 1870 abandonné ses propriétés, son cabinet, tout ce qu'il avait, pour ne pas devenir allemand. Et avec, en plus, cette détermination à être français et à ne pas comprendre, dans les lettres qu'il a faites avant d'être déporté à Drancy, puis ensuite à Auschwitz, ne pas comprendre comment on pouvait avoir été à la fois un combattant de la guerre de 14-18, avoir eu un frère mort, et se demandant s'il fallait aller enlever sur les cadavres de ses proches enterrés pour avoir été combattant les légions d'honneur ou les médailles militaires reçues. Cette histoire terrible avait empoigné Robert Badinter. Et donc, lorsqu'on a apposé le médaillon, j'ai demandé à Simone Veil de venir le dévoiler, et c'est Robert qui est venu faire le discours remarquable, que vous trouverez, je vous le dis, parce que
j'ai retrouvé dans mes archives une quantité considérable de cet ouvrage où vous avez le discours de Robert et également le DVD qui avait été fait. Vous trouverez ça là-haut sur les tables. Je vous les vante, non pas parce que j'ai envie de les vendre, mais parce que j'ai envie que vous les connaissiez, car ce sont des moments qui ont été admirables, et je vais vous en dire quelques mots tout à l'heure en finissant. Les deuxièmes crimes contre l'humanité, sur lesquels il a écrit, et sur lesquels il a fait une autre conférence au Palais littéraire, ce sont les bagnards de Cayenne, qui ont été littéralement exterminés pendant la guerre par l'État français, pour une raison simple, c'est que c'était des bagnards qui, s'ils avaient été libérés ou s'ils s'étaient enfuis, auraient pu prêter la main à la résistance contre le régime nazi. Et ils ont été traités de manière épouvantable, puisque Robert Badinter lui-même explique que, en proportion du nombre de bagnards, le nombre de morts pendant cette seule période de la guerre est supérieur, on parle de la proportion, au nombre de prisonniers de Dachau par rapport à ceux qui étaient captifs. C'est vous dire que c'est un crime contre l'humanité, il l'a appelé comme cela, qui l'a évidemment saisi, puisque ce qui était très caractéristique chez Robert Badinter, c'était de ne rien laisser dans l'oubli de ce qui avait pu être l'horreur des temps passés, fondée sur une très grande et très belle espérance, celle que on pouvait au moins changer le cœur des hommes. Vous vous rappelez que dans Péléas et Mélisande, le vieux roi Arkel dit « Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes ». Robert Badinter avait pitié du cœur des hommes et il avait beaucoup d'espérance dans la lutte qu'il menait constamment. Et comme vous l'entendrez dans quelques secondes, lorsque je vais demander à notre technicien de faire entendre sa voix, mais pas tout de suite. Je voulais simplement vous dire qu'il a, jusqu'à son dernier souffle, continué à être dans ce combat contre les crimes contre l'humanité, puisque le dernier ouvrage qu'il a fait en coédition, en coécriture plutôt, porte sur les crimes contre l'humanité commis par Poutine. Et c'est un livre qu'il a écrit il y a 4 mois, 5 mois, pas davantage. Et donc, je trouve très remarquable qu'il ait été aussi vigilant sur le sort de chacune et de chacun de ses frères humains, et que c'était son obsession, alors qu'il n'a jamais eu l'obsession ni des honneurs, ni des reconnaissances, ni des décorations. Ça lui était complètement indifférent. Et il avait comme sens, le sens le plus noble qui soit, c'est-à-dire le sens du service, et du service de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous laisser maintenant nous faire entendre ces 2 extraits de ce discours, mais il y a bien d'autres avant même. Passages. Allez-y. Avant même, non, maintenant. Allemande ait demandé ces mesures, le statut des Juifs était promulgué le 3 octobre 1940. L'Israélite français avait vécu. Le Juif avait pris sa place. Citoyen de second ordre s'il était français, susceptible d'internement administratif s'il était étranger. Le statut des Juifs frappa Pierre Masse au cœur. Il avait grandi dans une famille où l'appartenance à la religion juive était en quelque sorte naturelle, comme le catholicisme pour la plus grande majorité des familles françaises. Mais à l'instar de nombreux notables israélites, Pierre Masse s'était déjudaïsé au long des années.
Il était un grand bourgeois français, s'éprouvait-elle. Et qu'avait-il de commun avec ces juifs immigrés, besogneux, écorchant le français, qui fourmillaient dans les échoppes et les ateliers du Marais? Et voici que d'un coup, après un siècle et demi, l'appartenance à la nation était rompue. Il se trouvait, lui, Maître Mas, rejeté à la limite de la communauté nationale, repoussé par la France à laquelle il avait tant donné de lui-même. Le deuxième passage qui va vous être livré est tout aussi important. Vous avez vu l'ironie avec laquelle il parle de ces juifs du sentier, etc. Lui, dont le père venait de Bessarabie et qui était un de ces réfugiés qui espérait dans la France, puisque la France n'était pas simplement la France, mais pour quantité de juifs venus d'Europe de l'Est, la France représentait une espérance, puisque il y avait eu d'éminents personnages français qui, au moment de l'affaire Dreyfus, avaient résisté à la condamnation de Dreyfus et avaient milité pour sa libération. Et quand Robert Badinter évoque Pierre Mas, et qu'il évoque le fait que depuis 1791, le juif était français, il ne peut pas ne pas penser au même moment à son père et à son oncle, dont la fin tragique que j'ai évoquée tout à l'heure a fait qu'ils ont eux-mêmes été considérés comme n'appartenant plus au pays dont ils avaient rêvé et qu'ils avaient tenu à habiter. Et je vais vous laisser maintenant entendre le deuxième extrait, puisque c'est l'évocation de ce que, dans sa pensée à lui, Robert, Pierre Mas va avoir dans l'esprit au moment où il va s'avancer vers la chambre à gaz. Technicien. Le 30 septembre, un transport de 90 juifs voués à la déportation venant de la zone libre, qui devait arriver à Drancy, connut du retard. Il fallait pour les nazis compléter ce convoi prêt à partir. Pierre Mas fut aussitôt désigné avec quelques autres. Était-ce par mesure de représailles contre un homme qui apparaissait aux nazis du camp comme un guide moral dont il fallait se débarrasser? Ou bien fut-ce l'effet du hasard et de la précipitation de l'officier allemand responsable du convoi? De longue date, Pierre Mas s'était préparé au pire. Mais ce qui l'attendait était au-delà de ce que son imagination pouvait concevoir. Le matin du 30 septembre 1942, Pierre Mas monta dans le wagon à bestiaux où s'entassaient jusqu'à l'étouffement ses compagnons de souffrance. Nous connaissons par les archives allemandes la composition du convoi 39, partant de Drancy pour Auschwitz. Le nom de Pierre Mas et la qualité avocat y figurent. Cette mention est la dernière trace de Pierre Mas sur cette terre. Lorsque les portes du wagon de déportation se refermèrent, c'en était fini de lui et de ses compagnons. Aucun n'a survécu. Pierre Mas avait 62 ans. Je pense à la sélection sur le quai, à l'arrivée.
Que valait, dans un camp d'extermination, un vieil avocat juif, sinon son poids de cendre? À ces moments ultimes de sa vie, je suis convaincu que Pierre Masse est demeuré, comme tous ceux qui l'ont connu dans les camps l'ont décrit, calme, résolu, attentif aux autres, soutenant les plus faibles jusqu'au bout, marchant ainsi parmi ses compagnons de mort vers la chambre à gaz. Pierre Masse a incarné l'humanité martyrisée face à ses bourreaux. Et pour terminer, je dirais que cette dernière phrase de Robert Badinter, définissant Pierre Masse, le définit lui-même: calme, résolu, attentif aux autres. C'est ainsi que nous en garderons pour toujours la sainte mémoire. Madame Badinter souhaite-t-elle dire quelques mots? Non. Henri, ne te dérange pas, on va te donner un micro. Oui. Je suis venu, il y a maintenant 15 jours, je pense, à cette cérémonie qu'avait organisée l'Ordre de Paris sur les marches du Palais de Justice. J'étais, il faut bien le dire, assez fatigué, sortant d'un séjour à l'hôpital qui s'est terminé, assez long. Et je me traînais difficilement lorsque notre bâtonnier m'a demandé si je pouvais prendre la parole alors que normalement la cérémonie était silencieuse. J'ai accepté, j'ai dit quelques mots, et j'avais l'impression que cette immense cohorte d'avocats et de magistrats qui avaient cru bon et juste de revêtir pour certains leur robe rouge, j'étais convaincu qu'il y avait là quelque chose de fort, d'important. Il y avait dans cette minute de silence qui a été faite une solennité, une révérence de toute une profession à celui qui était parti. Oui, moi j'ai connu Robert, simplement quelques mots. Je l'ai connu dans les années 60. Nous nous affrontions, j'étais de quelques années plus jeune que lui, et je n'avais pas le beau cabinet qu'il avait alors. Il défendait la société Hoffmann-La-Roche contre une cohorte de familles dont les bébés étaient morts parce qu'ils avaient des bébés qui avaient les fesses rouges. Et on leur disait, il faut mettre du talc. Et ils avaient mis le talc orange et ainsi tuaient eux-mêmes leurs bébés. Robert a tout de suite compris que ce jeune avocat, j'avais 6 ans de moins que lui quand même, 5-6 ans, que ce jeune avocat allait gêner sa défense peut-être, et il m'a immédiatement proposé une transaction. Et donc, les premiers temps, j'ai parlé avec lui de cette transaction. Peut-être ai-je cédé quand même à sa compétence professionnelle qui était alors supérieure à la mienne. J'étais à l'époque le collaborateur d'un avocat, Albert Naud, qui a consacré sa vie aussi à lutter contre la peine de mort.
C'est un homme qui avait été résistant dès décembre 1940 et arrêté avec le réseau du Musée de l'Homme. Et après 6 mois, après plusieurs séjours en prison, arrêté par les Français, livré aux Allemands, après 7 jours en prison, il avait été libéré. Et puis après, il a été rentré dans un autre réseau de résistance, et à la libération, il a eu à défendre de nombreux collaborateurs. Il a défendu, on sait, il n'a pas défendu plutôt Pierre Laval, il a assisté à son exécution, qu'il a raconté, et il avait surtout assisté à l'exécution d'un personnage abominable qui était un commissaire divisionnaire qui s'appelait David Le Rouge. On en parlait beaucoup ces jours-ci parce que c'est lui qui a arrêté Manouchian et ces gens, et qui avait été fusillé. Et donc l'ancien résistant, voyant cela, a décidé de consacrer sa vie à lutter contre la peine de mort. Il a fait de nombreux livres. Et j'ai été amené à en parler souvent à Robert. Alberdo était mort 4 ans avant que Robert ne fasse abroger la peine de mort. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que nous, qui avions eu d'autres clients, etc., avaient décidé de lutter contre la peine de mort, contre le personnage le plus abominable, sans doute, qu'il ait défendu dans sa vie. Et Robert, auquel j'en ai sûrement parlé à ce moment-là, nous parlions surtout droits de l'homme. Et là, il y a une phrase qui m'a toujours frappé, qu'il m'a dite pour la première fois il y a 50 ans peut-être, et que je me suis appropriée d'ailleurs. Je n'ai pas hésité, dans un certain nombre de discours que je faisais, de faire mienne sa position. Sa position, c'est « La France n'est pas le pays des droits de l'homme. C'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. » Et il récitait tout de suite l'article 1er, « Les hommes naissent et naissent et demeurent libres et égaux en droit. » C'était pour lui le sommet, l'essentiel. Et nous avons parlé, avant que nos rapports soient encore plus amicaux, souvent de cela, de cette langue extraordinaire qui était celle de la Déclaration des droits de l'homme. Sa signification, bien sûr, ce qu'elle portait comme renouveau de l'humanité. Essentiel, la déclaration, le texte même de la déclaration. Il admirait aussi beaucoup, comme moi, les orateurs de la Révolution, en sachant très bien ce qu'il y avait de discutable dans ce qu'il disait. Mais en même temps, cette admiration de la langue. Et pour lui, la Déclaration des droits de l'homme, c'était aussi, par cette précision extraordinaire, ce qui fait dire en 4 mots, ce que certains mettraient 3 volumes à écrire, c'était pour lui l'essentiel. Les mots, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'était pour lui l'essentiel. Et nous sommes sans doute vus souvent. Je n'étais pas un intime, j'étais un ami. Deux souvenirs. Le premier, c'est un souvenir qui peut paraître curieux quand on parle surtout de la défense. Nous avions l'un et l'autre défendu devant la cour d'assises de Paris 2 lieutenants, chacun le nôtre, 2 lieutenants de Jacques Mérine. Devant la cour d'assises, Jacques Mérine avait fait un procès extraordinaire, provocateur sur la prison, lançant ses clés laissant des clés qu'il sortait de sa cravate pour dire « je peux m'évader demain si je veux », etc. Et ils étaient une dizaine, des peines très lourdes avaient été requises, et il y a eu le délibéré. Que faire? Bon, nous avons été, lui et moi, parce qu'on voulait s'abstraire un peu d'une espèce de cohorte qu'il y avait à ce moment-là, nous avons été déjeuner. Oh, dîner, frugalement, hein. Bon, c'est pas avec Robert qu'on faisait d'immenses agapes. Mais nous avons été dîner frugalement au quartier latin, et nous sommes revenus au palais, mais nous sommes revenus 2-3 heures après la suspension, nous savions qu'il y en aurait encore pour 2-3 heures. Nous ne savions pas où aller. Et il y avait au bout de la galerie marchande
la Sainte-Chapelle, où il y avait de la lumière et où on entendait de la musique. Alors on est allé vers la Sainte-Chapelle, et là, les cerbères qui voulaient nous barrer l'entrée, car nous n'avions évidemment pas payé notre place, nous ont finalement laissé passer devant nos explications, et nous sommes assis. Un orchestre et un chœur, je ne sais lesquels, jouaient le Requiem de Fauré. Et nous étions l'un et l'autre les larmes aux yeux devant cette beauté immense. Et nous nous disions, c'est extraordinaire cette proximité. Nous sommes là à 50 mètres d'un endroit où les hommes sont en train de délibérer pour infliger des peines immenses à certains personnages dont il faut bien reconnaître qu'ils n'avaient pas eu une conduite exemplaire. Mais tout de même, il y avait là quelque chose de... Et ce moment où nous avons parlé, nous avons souvent parlé de ce moment, de la musique si belle, à côté des discours harassés, et en même temps essayant de trouver des passages que nous venions de prononcer. La deuxième image qui me vient de lui, c'est que Robert était engagé politiquement. Il avait écrit le manuel des libertés, dont je ne me rappelle plus le nom, du Parti socialiste. Il comptait beaucoup sur une union de la gauche, etc. Et il était très déçu par la rupture de tout cela. Et nous sommes allés un jour ensemble à Belfort pour plaider pour Edmond Maire, qui avait été très méchamment diffamé par des responsables communistes de l'endroit. C'est dire à quel point nous étions pris dans des contradictions. Et nous étions dans le train et nous parlions de politique, de choses et d'autres, de droits de l'homme, parce qu'on en parlait toujours des droits de l'homme. C'est une obsession chez nous. On disait bien droits de l'homme, nous. Bon, bien. Et alors, on était là, et alors là, il m'a dit, il a fermé son sac, je me rappelle, juste à ce moment-là. Il m'a dit, mon pauvre Henri, nous sommes d'une génération qui ne verra jamais la gauche au pouvoir. 3 mois après, il était au ministère, j'allais lui rendre visite au ministère de la Justice. Et que j'allais lui rendre visite au ministère de la Justice et que nous parlions d'un certain nombre de choses, bien sûr de l'abrogation de la peine de mort, mais ça, c'était déjà établi, mais d'un certain nombre de choses. Il m'a invité à déjeuner au ministère. Nous avons déjeuné dans son bureau, frugalement, encore une fois. Et après, nous avons renouvelé cela un certain nombre de fois. Et il y avait tellement de choses sur lesquelles il fallait parler. Nous avions mené, l'un à côté de l'autre d'ailleurs, un terrible combat contre la loi sécurité et liberté, qui était une loi de perfide pour essayer de sauver Giscard d'Estaing lors de l'élection présidentielle de 1981. Et la rétention de sûreté. Comment ? Et la rétention de sûreté. Ah ben, il y avait tout. Alors, il y avait la rétention de sûreté. Il y avait énormément de choses autres que la peine de mort. Et là, il faut bien reconnaître que cette première période de ce qu'a été le gouvernement de la gauche en 1981 doit à Robert Badinter ce qui sauve l'honneur. Et vraiment, dans les 3 ans qui ont suivi, il a constitué, il m'a mis dans une commission, d'ailleurs, moi je n'avais pas l'habitude d'aller au ministère à l'époque, hein, je sentais un peu le souffle encore, et il m'a mis dans une commission, présidée par Léoté, chargée d'abroger la loi sécurité et liberté. Mais on a fait des véritables projets de réforme du code de procédure pénale et refaire, n'hésitez pas d'activer, il voulait transformer les choses. Et il a fait énormément de choses, je ne vais pas le dire ici. Mais enfin, les fins des quartiers d'isolement, des quartiers de sécurité dans les prisons qui étaient des endroits abominables, la fin des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux militaires, la disparition de la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction totalement politique, et puis tant d'autres choses. Tout à l'heure, tu parlais de la loi, de cette espèce de survivance dans la loi d'une condamnation discriminatoire à l'égard des homosexuels a été très importante. Et vraiment, il y a eu là un moment où je parlais beaucoup avec lui. J'allais déjeuner souvent dans son bureau ou dans le petit jardin, toujours frugalement, et nous pouvions échanger un certain nombre de choses. Et je crois que la dernière chose que je voudrais évoquer,
Robert avait... Le dernier procès qu'il avait défendu avant 1981 était un procès où il avait obtenu, de la première chambre civile du tribunal de Paris, il avait obtenu la condamnation de Forisson pour négationnisme. Forisson avait été condamné pour des fautes. Indépendamment, d'ailleurs, c'est une décision assez exceptionnelle dans notre droit, il faut bien le dire, pour les fautes qu'il avait commises dans son comportement quand il faisait en particulier des analyses historiques qui niaient totalement l'existence des chambres à gaz. Avant la loi Guesso. Comment ? C'était avant la loi Guesso. Ben bien sûr, c'était avant la loi Guesso. La loi Guesso a été de quelques années postérieure. Et il avait obtenu cette condamnation civile. Et quand, bien après, il avait été ministre, président du Conseil constitutionnel, sénateur, bon. Bien longtemps après, il fait une interview assez longue sur Arte. Et dans cette interview, il dit « Je fais condamner Forisson comme faussaire de l'histoire ». Bon. Et il reçoit une citation en diffamation. Alors, il appelle Bernard Joanneau, d'ailleurs aussi, et il me dit, voilà, je suis très embêté parce que je n'ai pas dit que c'était un faussaire de l'histoire. Je dis, Robert, enfin, tu as été avocat de presse très longtemps, on s'est aussi beaucoup connu à la 17e chambre. Il défendait l'Express, je crois. Et tu vois la 17e chambre te condamner parce que tu aurais dit du mal de Forisson. Je pense que ça va être un peu difficile. Mais enfin, on va y arriver, c'est pas très difficile. On obtient, c'est Joanneau qui obtient d'ailleurs que le procès soit filmé. Il existe donc toujours. Ce procès soit filmé comme procès historique, c'est-à-dire comme procès de ce qu'il a instauré aussi. C'est-à-dire la possibilité de filmer les grands procès historiques. C'était un recul, hein. C'était après une longue commission avec des personnages importants, dont moi. Nous avions estimé qu'on devait pouvoir faire filmer les procès, et il a terminé ça en permettant uniquement de filmer les procès historiques. Et on n'était pas toujours d'accord sur tout, quand même. Hein. Et là-dessus, il passe en correctionnel. Et moi, j'ai une image que je n'oublierai jamais. D'abord, il raconte ce qu'était sa vie d'enfant de 14 ans, dont le père est déporté sous ses yeux. Le père s'en va, l'oncle, et il dit, et puis j'ai vu ma grand-mère. On l'a descendue sur une civière, elle avait 80 ans ou plus, on l'a descendue sur une civière, on l'a emmenée, nous ne l'avons jamais revue. Nous étions, parce que les mots qu'il employait étaient extraordinaires, nous avions tous la gorge nouée, et Forisson ricanait. Là, il s'est adressé dans ces espèces de ruptures de ton extraordinaires qu'il savait avoir, qu'on se souvient du Veldiv en 1995. Ces ruptures de ton, avec une violence inouïe, pointant Forisson du doigt, il les raconte à nouveau. Il dit, ils sont morts, pourquoi tout cela? Pour rien. On ne sait pas pourquoi ils sont morts, ils sont disparus, c'est tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas de criminels. Je vous combattrai, vous, et vos discours, et ce que vous faites. Je vous combattrai jusqu'à en mourir, en tout cas jusqu'à ma mort. Il y avait une violence dans son propos, une force. On sentait là, comme s'il voulait exprimer toute la revanche de ceux qui avaient été déportés dans de telles conditions, dont sa grand-mère sur un grabat. Et ça, ce moment est pour moi un moment extraordinaire. Bien sûr, Forisson a perdu son procès, c'était pas le problème. Et je crois que Robert est un homme qui a toujours porté les choses. On a parlé de beaucoup de choses, mais les prisons. Quand il était sénateur, après tout ce qu'il a fait pendant qu'il était ministre, hein, je pense en particulier à la télévision dans les prisons. Oh, ces cris insensés, Badinter, l'avocat des prisons 3 étoiles, bon. Mais il s'est beaucoup occupé. Quand il a participé à la commission du Sénat, c'était un rapport qui avait été demandé aux assemblées parlementaires à la suite du livre de Madame Vasseur, du docteur Vasseur, racontant un peu l'horreur des prisons. Et il n'était pas très content du rapport du Sénat, qu'il trouvait quand même un peu mou. Mais c'est lui qui en avait obtenu le titre,
Le titre, c'était « Les prisons, une humiliation pour la République ». Et ça, c'est extraordinaire. Et même sur un sujet, ce sujet, je l'ai évoqué lors de la cérémonie sur les marches du palais, je l'ai évoqué, les prisons, ça lui tenait toujours au cœur, la surpopulation actuelle, nous en avons parlé récemment. C'était pour lui un élément important, essentiel, un combat. Un combat parce que cette idée qu'il n'y a pas d'homme irrécupérable, cette idée que la prison a pour fonction essentielle de restaurer, eh bien, comme lors de la cérémonie, je termine par ça, pour dire que Robert continuait à porter un certain nombre de choses. Pour lui, les combats qu'il avait menés, l'abolition contre la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, c'était cet élément essentiel, ce qu'il trouvait important dans la vie. Il est mort en ayant encore cette idée constante. Il avait beau avoir cet âge, être fatigué. Il y avait les prisons, mais il y avait tout le reste. Tout le reste, la défense des droits de l'homme. L'abolition de la peine de mort, le seul mot qu'il avait toujours, il faut qu'elle soit aujourd'hui universelle. Il voulait ajouter ces mots aux mots de Victor Hugo qu'on citait tout à l'heure. Il voulait que la peine de mort soit universellement abrogée. Et il continuait à lutter sur ce sujet. Cet homme s'arrête, il va nous manquer encore aujourd'hui. Henri, tu sais à quel point nous t'admirons, à quel point nous te sommes fidèles, autant que tu l'es pour Robert et que nous le sommes aussi. Et quand tu dis « il va nous manquer », sache que tu n'as pas le droit de nous manquer. Merci à Monsieur le bâtonnier qui a prévu de nous réconforter d'un verre tout à l'heure en haut. La séance est levée. Nous avons tenu les délais. Il est 21h58.